tu sais, il y a le langage, mais il y a la communication. Donc, on communique pas juste avec la langue. Donc, tout ce qui va toucher aux difficultés de communication va nous inquiéter, peu importe que l'enfant parle une langue ou plusieurs langues. Donc, il faut vraiment regarder ça. Tu sais. Donc, est-ce qu'il s'adapte au contexte? Est-ce qu'il utilise des gestes pour compenser? Est-ce qu'il sait à quel moment c'est drôle puis à quel moment c'est plus drôle? Tu sais, tout est comme, il n'y a plus personne qui rit puis cet enfant-là rit encore. Peut-être qu'il n'a pas saisi la situation sociale. Est-ce qu'il rit? Tu sais, est-ce que les transitions sont difficiles? Est-ce que, bon. Pas de sieste pour les pros, le podcast pour les professionnels de la petite enfance. Bienvenue au podcast Pas de sieste pour les pros. Aujourd'hui, on reçoit Marie-Ève Mailloux, qui est de la firme Au Baluchon. On est très content de la recevoir. On a un sujet qui est vraiment intéressant. En tout cas, moi, qui m'allume beaucoup, c'est le plurilinguisme. C'est pas facile à dire quand même. Déjà, tu vois, je vais peut-être avoir besoin d'un petit peu de cours orthophonique. Là, tu vois. Merci d'être là. Bienvenue. Merci. On a très hâte de t'entendre. Avec plaisir. On a très hâte de t'entendre. Mais d'abord, avant qu'on aborde tout ce sujet, on a notre sempiternelle question qu'on aime beaucoup. Mm-hmm. Comment est-ce que tu étais quand tu étais enfant? Avoue, tu t'es préparée. Je me suis un petit peu préparée. Je pense que j'étais un enfant de contradiction. J'étais à la fois très timide et à la fois un moulin à parole qui parlait tout le temps. Tous les enseignants, c'était tout le temps les commentaires que mes parents recevaient. Très, très social. J'aimais être beaucoup entourée de mes amis, tout ça. Mais j'avais un côté aussi très timide. Ouais. Fait que t'avais des choses à dire, mais de façon discrète, mettons. Oui, on pourrait dire ça. Okay, oui. OK. Fait que le langage est déjà présent chez toi depuis longtemps, en fait. Ça traverse depuis un moment. Oui, oui. Okay. Une petite pie. Une autre façon de le dire. Oui, c'est ça. Moi, on dit ça aussi de moi. Enfin, lui, c'est vrai? Moi, je le crois pas. Non, je pense que je parle pas trop. Marie-Ève, on a plein de questions. En fait, on vient parler de cette notion-là du plurilinguisme. Mais d'abord, j'aimerais ça que tu nous expliques. En fait, tu as une maîtrise en orthophonie. Oui, tout à fait. Je suis orthophoniste. C'est quoi ton parcours? Qui t'es? D'où viens-tu? D'où je viens? En fait, je suis orthophoniste. Ça fait maintenant 18 ans. Et puis rapidement, même pendant mes études, là, j'ai rencontré la firme Au Baluchon pour laquelle je travaille. Donc, j'ai un parcours qui est relativement suivi, linéaire, là, qui est linéaire. Ouais. Là. J'ai eu un cohérent. Ouais, j'ai eu un coup de foudre qui s'est poursuivi jusqu'à maintenant avec cette équipe-là. Puis via la firme Au Baluchon, j'ai pu travailler dans plusieurs types de milieux, mais rapidement, ce qui m'a le plus attiré, puis ce vers quoi j'ai plus investi là, mes compétences professionnelles, ce sont les milieux qui regroupent des enfants qui parlent plusieurs langues plurilingues, aussi qui vivent avec plusieurs contextes de vulnérabilité. Là, donc, j'ai rapidement penché vers plus ce qu'on va appeler l'orthophonie sociale. Là, J'étais curieux, justement. Qu'est-ce qui t'a donné la piqûre ou donné l'intérêt de cette sous-branche-là spécifiquement? Souvent, ça commence par le hasard. Hein? Ouais. J'ai eu un stage en lien avec sur le territoire de Côte-des-Neiges où j'ai été appelée à rentrer dans des services de garde en milieu familiaux. C'était la première fois dans le cadre de ce projet-là qu'on allait dans ces milieux-là. Puis on a comme développé des débuts de services de soutien pour les enfants. Et puis, ça a été tellement stimulant. J'ai eu l'impression de rencontrer, de voyager à tous les jours, de rencontrer des nouvelles personnes, des histoires qui me sortaient complètement d'où moi je venais. Là. Moi, je viens de la campagne, dans un milieu assez monolithique. Là. Monolithique pour les moldus de ce monde. Qu'est-ce que tu entends par là, monolithique? C'est une seule langue? Uniforme? Oui, uniforme. Là, un milieu, surtout à cette époque-là, là, il y avait pas beaucoup de gens de couleur, puis on était tous un peu pareils. Donc là, je suis arrivée à Côte-des-Neiges, puis j'ai adoré cette clientèle-là. J'ai adoré ce qui me faisait vivre. Rapidement, je trouvais qu'il m'apportait énormément de par juste une vision du monde différente. Et puis, les défis étaient énormes parce que finalement, en orthophonie, à cette époque-là, il y en avait des orthophonistes qui travaillaient en plurilinguisme, mais c'était pas la norme. Là. Donc, il y avait tellement encore à apprendre là, en termes de stratégie, comment évaluer un enfant plurilingue. Il y avait des conseils qui étaient donnés, qui n'étaient pas appuyés tant que ça par la science, qui tranquillement, pas vite, n'étaient plus au goût du jour. Donc là, il fallait comme tout défaire ça. Fait que c'était
ultra stimulant. On dirait j'ai 4 questions dans ma tête et je sais pas par laquelle commencer en premier. On prendra le temps que tu nous expliques un petit peu ce que c'est qui au Baluchon, l'équipe. En effet, nous on a pu être connectés avec une partie de l'équipe, puis je comprends l'attachement que tu peux avoir. Mais on prendra le temps après. Peut-être d'abord et avant tout de définir en fait le plurilinguisme. Je vais arrêter de le dire après parce que c'est un défi pour moi à chaque fois. C'est le fait de parler plus d'une langue. Okay. Donc, une personne plurilingue, c'est une personne qui parle 2 langues ou plus, bilingue 2 langues. Puis souvent, on va parler de multilinguisme. Ouais. Ça, c'est le fait d'être dans un milieu où plusieurs langues se parlent. Okay. Donc une école multilingue, c'est une école où il y a des gens qui parlent plusieurs langues, mais ces personnes-là ne parlent pas les langues de tout le monde. C'est pas nécessairement des personnes plurilingues. Mm-hmm. Mais ce que je dis souvent, c'est que plein d'unilingues dans un milieu multilingue, ça va pas bien. C'est la tour de Babel. Ok, c'est ça. Mais quand tu dis que quelqu'un est plurilingue, c'est parce que il pratique quotidiennement la langue, ou mettons, si on se fixe un peu aux réalités des services de garde ou des milieux de garde, est-ce que c'est parce que ils l'utilisent tous les jours, ou ils utilisent au service de garde une langue et une autre langue à la maison? Comment c'est quoi le curseur pour définir qu'une personne est plurilingue ou pas? Ben, comme orthophoniste, en tout cas, pour définir qu'un enfant est plurilingue, c'est qu'il est exposé à plusieurs langues dans sa vie. Donc, ça peut être dans des milieux différents. Il ne parle pas nécessairement toutes ces langues-là, mais il y a à fonctionner dans des milieux qui parlent plusieurs langues. Et que lui pratique un petit peu? C'est souvent ce qu'on va essayer d'aller départager aussi. Là. Il y a être exposé, puis après, il y a qu'est-ce qu'il comprend de chacune de ces langues-là, puis comment il peut les utiliser. Fait que là, t'arrives dans ces milieux, puis on le sait aujourd'hui, tu parlais de comment t'avais perçu, toi, la Côte des Neiges, j'allais dire la Côte Nord, c'est pas pareil. La Côte des Neiges, comment t'avais vécu ça, les différences que t'as pu, avec lesquelles t'as pu être en contact. Comment le monde québécois change aujourd'hui par l'immigration, et heureusement, j'ai envie de dire. Fait que l'immigration apporte beaucoup ces questions-là autour de comment on accompagne. Puis c'est pour ça qu'on était comme beaucoup intrigués de vous accueillir ici aussi, parce que les services de garde, les milieux de garde sont de plus en plus, j'allais dire, confrontés, sans que ce soit une problématique forcément, mais il est confronté dans la prise en compte de ça. Comment on fait pour prendre en compte ça? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? C'est quoi les outils? Fait qu'il y a plein de questionnements autour de cet accompagnement-là qui est quand même un peu spécifique à certains moments. Tout à fait, oui. Comment toi, tu perçois ça, ces réalités-là, et est-ce que tu as vu un changement, comme je le dis, ou je me plante complètement? Non, mais le changement est énorme là, dans le monde de l'orthophonie. Maintenant, c'est beaucoup plus fréquent. Là, la majorité des orthophonistes, du moins celles qui travaillent dans les grands centres, mais même de plus en plus à l'extérieur, là, sont formés au niveau du plurilinguisme. Dans les services de garde, je trouve que ce qui ça apporte comme changement, puis pour nous aussi, les intervenants, là, donc autant les intervenants qui sont les 2 pieds dans les services de garde que ceux qui gravitent autour, c'est que c'est un éclatement des normes, puis de nos assurances, qu'on apprend des grandes vérités là, dans les différents cours. Là, un enfant de tel âge fait telle chose là, au niveau du langage. Puis là, quand on rentre dans le monde du plurilinguisme, il faut faire éclater ça un petit peu, parce que chaque enfant va avoir un profil plurilingue différent, donc il va falloir observer le développement de cet enfant-là en se référant moins à des grandes vérités, mais en ayant plus quelque chose, un œil analytique, en prenant en considération plusieurs facteurs. Donc, ça demande d'être bien à l'aise là, dans ces observations-là, puis de savoir qu'est-ce qu'on observe. C'est ça, c'est drôle, j'allais justement vers là, je me disais, pour une éducatrice qui est sur le terrain, qui fait face à un enfant qui est dans le plurilinguisme, c'est quoi que j'ai à surveiller, à observer? J'imagine qu'évidemment, c'est comment il est à l'aise sur le milieu de garde, mais aussi dans le milieu familial. Quelle langue est utilisée? Puis les parents aussi, j'imagine. Ben, le premier réflexe là, que toute éducatrice ou RSGA devrait développer, là, c'est d'abord de connaître le profil des langues de l'enfant. C'est une question que des fois, on n'osera pas poser. Là. Mais donc,
quelle langue il entend à la maison, dans quelle langue il comprend, dans quelle langue il s'exprime, à peu près dans quelle proportion. Déjà, ça nous donne un premier début. Puis après ça, quand on observe les enfants, ben comme on peut plus se dire à 2 ans tant de mots, parce que tant de mots, mais dans quelle langue, puis comment, puis ben ça va être plus est-ce que au niveau de son fonctionnement langagier, tu sais, est-ce que face à une situation, il peut se faire comprendre, est-ce qu'il peut trouver des solutions pour communiquer, est-ce qu'il comprend quand je lui parle, et surtout, est-ce qu'il évolue, tu sais, cet enfant-là. Par exemple, un enfant qui est en francisation, qui commence, ben non, il arrivera pas à se faire comprendre au début, mais est-ce que quand je le soutiens, il attrape mes soutiens puis il se développe, tu sais, donc ça va être, le regard va être plus à ce niveau-là, tu sais, vraiment une analyse. Fait que tu détermines un espèce de profil, si je vulgarise un peu, ou en tout cas j'essaye de mettre ça sur le terrain. Tu détermines un profil en disant est-ce qu'il pratique ou pas cette langue-là. Est-ce que mettons qu'on prenne le petit Timmy qui parle russe, on s'en fout. Voilà, il parle russe. Voilà, il parle russe. Il s'appelle Timmy Voldanov. Voilà. On l'a déterminé. Fait que, lui, en fait, il parle pas quand il arrive à la garderie ou dans le milieu de garde, il parle pas. Donc il faut déterminer si il parle russe. C'est quoi la proportion de ses mots avec les parents. Est-ce qu'il parle beaucoup, il dit beaucoup de mots en russe ou pas, ou alors s'il y a un mutisme, et auquel cas j'imagine que c'est d'autres choses qu'on vient traiter. Oui, on va le traiter différemment. Et puis mais j'aimerais ça t'entendre. Ben justement, la première question à poser aussi aux parents, là, ça va être, ben, vous, à la maison, comment ils communiquent. Tu sais, par exemple, dans le cas d'un enfant qui est complètement en francisation, on va l'appeler, là, ben là, il y a une langue, en fait, cet enfant-là, il est unilingue, mais russophone. Donc, est-ce qu'on dit russophone? Je pense que oui. Hein? Donc, tu sais, tout de suite, premier réflexe aux parents, ben, est-ce que ça va bien à la maison quand ils parlent? Est-ce qu'ils parlent? Puis il faut être très concret, là. Est-ce qu'ils parlent pareil comme ses cousins du même âge? Et puis, donc, un parent qui tout de suite va nous dire non, même dans ma langue, il est en retard, ben là, on le sait qu'on s'inquiète, là, tu sais. Mais après, quand tout va bien, selon les parents, ben là, c'est là où on va comme prendre le temps d'observer, le développement, les progrès. Donc, ça va être très dynamique comme observation. Oui. Dans ma tête, dis-moi si je me trompe, Marie-Ève, mais évidemment, plus l'enfant arrive jeune, plus on est capable d'aller, il va intégrer la langue française, mettons, si on parle du Québec plus tôt. Mais en même temps, c'est plus difficile de déceler, en fait, s'il peut y avoir un retard de langage, parce que il apprend phonétiquement les mots aussi dans sa langue natale. Comment t'es capable d'avoir des outils, des trucs pour les éducatrices pour dire, bon, on est capable de voir qui comprend un peu par c'est quoi les trucs que tu utilises? Ben souvent je vais leur dire, ben premièrement on va partir un peu des inquiétudes là. Donc si l'éducatrice elle dit je suis pas certaine qu'il comprend bien le langage cet enfant-là, mais tu sais souvent on va se dire ben OK, tel élément, on a l'impression qu'il ne comprend pas. On va aller le stimuler, cet élément-là. Tu sais, puis stimuler, quand on dit stimuler, c'est plusieurs fois par jour à répétition. Puis on va se donner un temps. Tu sais, dans un mois, si tu as offert une excellente stimulation répétitive à tous les jours et qu'il n'y a pas de progrès, tu sais, drapeau rouge. Oui. Après, il y a des analyses plus approfondies, là, tu sais, comme qui vont peut-être plus appartenir au travail de l'orthophoniste, là, tu sais, d'aller, parce que l'évaluation en orthophonie, en plurilinguisme, ça va être quand même quelque chose de complexe, là. Sauf que pour une éducatrice, vraiment, les signaux d'alarme, c'est les inquiétudes dans la langue maternelle, le manque de progrès, ou en tout cas les progrès plus lents. Puis je pense que les éducatrices le savent, tu sais, elles en voient tellement des enfants. Et également, ben, tu sais, il y a le langage, mais il y a la communication. Donc, on communique pas juste avec la langue. Donc, tout ce qui va toucher aux difficultés de communication va nous inquiéter. Peu importe que l'enfant parle une langue ou plusieurs langues. Donc, il faut vraiment regarder ça. Tu sais. Donc, est-ce qu'il s'adapte au contexte? Est-ce qu'il utilise des gestes pour compenser? Est-ce qu'il sait à quel moment c'est drôle puis à quel moment c'est plus drôle? Tu sais, tout est comme, il n'y a plus personne qui rit puis cet enfant-là rit encore. Peut-être qu'il n'a pas saisi la situation sociale. Est-ce qu'il rit? Tu sais, est-ce que les transitions sont difficiles? Est-ce que, bon, tous les autres éléments qui font partie du fonctionnement communicatif, mais qui n'ont pas de langue. Donc, il n'y a pas de mots, tu veux dire, mais t'as pas besoin de la langue pour c'est ça. Ça aussi, ça va être vraiment important en orthophonie. On a aussi, pas juste en orthophonie, là, chez les enfants, il y a une famille d'habiletés qu'on appelle les habiletés liées à l'émergence du langage, les précurseurs à la communication, tu sais, donc contact visuel, attention conjointe, interaction, niveau du jeu, imitation. Tout ça, ça
pas de langue. Donc, je peux imiter, même si je parle pas ta langue, je peux attendre mon tour ou jouer à tour de rôle. Donc, il y a tous ces éléments-là aussi qui, s'ils nous inquiètent, on devrait pas se retenir parce que l'enfant apprend une nouvelle langue. Là. Ouais, c'est ça. Il faut voir tous les contextes, tous les éléments d'évaluation que tu peux avoir sous la main, entre guillemets, et pas que juste les mots, le nombre de mots par seconde, là, mettons. Oui, c'est ça. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Puis, c'est quoi les... Ça fait un moment que tu travailles, sans vouloir te vexer, ça fait un moment que tu travailles dans le domaine. La couleur des cheveux commence à me... Parle-moi de ça. Puis, donc ça fait un moment que tu as dû voir évoluer un petit peu les pratiques, les outils aussi. Puis, j'imagine aussi pour ça que Au Baluchon est né à un moment donné, puis Marie-Josée pourra confirmer un jour si elle le souhaite, mais... Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui des défis que tu ne voyais pas en fait au début de ta pratique? C'est quoi les défis les plus marquants que tu vois dans les milieux de garde actuellement? Les défis les plus marquants? Par rapport au plurilinguisme? J'ai pas de données pour appuyer ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'il y a en tout cas, moi, je vis avec une plus grande variabilité ou variété de profils chez les enfants. Tu sais, c'est pas rare que je vais entrer dans un service de garde puis il va y avoir des enfants issus de plusieurs pays différents. Tu sais, il me semble qu'au début, j'allais dans des milieux qui étaient plus à consonance arabophone. Ou, tu sais, là, il y a vraiment une plus grande variété, ce qui demande beaucoup d'adaptation aussi, puis de comprendre, parce que puis là, il y a l'aspect culturel. Parce qu'il y a pas, il y a rarement du plurilinguisme sans aussi du multiculturalisme, qui est une grande richesse, mais qui demande à chacun là, d'apprendre à se comprendre, à s'échanger, puis à échanger des points de vue. Puis aussi, dans les dernières années, c'est sûr qu'on a eu des vagues d'arrivées de personnes qui ont des parcours migratoires traumatiques. Je dis pas qu'il y en avait pas avant, là, mais c'est vraiment une forte réalité dernièrement. Ce qui peut créer des traumatismes au niveau langagier aussi. Ce qui amène des enfants qui arrivent puis qui ont vécu des stress toxiques répétitifs en bas âge, donc qui vont présenter toutes sortes de profils, tu sais, qu'on va avoir de la misère à comprendre. C'est pas de l'autisme, c'est pas ci, c'est pas ça, mais finalement, c'est les chocs post-traumatiques. Toute cette... Donc ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Particulièrement dans les dernières années, on a des enfants qui ont fait des parcours là, tu sais, où ils partent par exemple du Chili, puis qui vont traverser plusieurs pays, passer plusieurs mois aux États-Unis, donc passer par le Brésil également. Donc là, on a des enfants qui ont leurs premiers apprentissages se sont faits en portugais au Brésil. Après ça, il y a eu un peu d'école en anglais, espagnol. Là, finalement, mais leur famille viennent d'Haïti. Là, je mélange toutes les. Mais là, fait que là, on a des profils. C'est pas juste des profils plurilingues. Là, c'est des profils éclatés. J'ai appris les premières choses dans une langue que je n'entends plus maintenant. Donc là, faut aller départager. C'est complexe. Je suis curieux, ça doit être très difficile en fait de répondre à la question de manière simple. Mais tu sais, on dit souvent que les enfants, c'est des éponges, surtout en bas âge, sont capables d'absorber beaucoup d'informations. Puis en fait, en me préparant pour l'entrevue, je voyais quand même des nuances sur le fait que un enfant qui vit avec trois langues en même temps, par exemple, s'il n'y a pas une propension naturelle à ça, ou ça peut lui nuire d'une certaine manière à son développement. Je serais curieux de t'entendre là-dessus. C'est quoi l'impact au final pour le développement des enfants d'être dans des milieux qui sont justement où est-ce qu'ils vivent avec plusieurs langages, plusieurs langues. Chez beaucoup d'enfants, il n'y aura pas d'impact négatif. Là. C'est vrai que le cerveau est capable là, de se développer avec plusieurs langues. L'humain est fait pour être plurilingue. Là. Je dirais, là, j'ai pas non plus de grandes scientifiques derrière moi. Mais il y a des enfants qui sont plus vulnérables, là, qui vont avoir moins de facilité à développer les langues. Donc, le plus gros impact, c'est qu'en fait, on sait que pour développer les langues et donc le langage, il faut quand même avoir un certain pourcentage d'exposition dans cette langue-là. Puis si, par exemple, il y a 5 langues dans la vie de l'enfant, mais on divise cette exposition-là par 5 s'ils sont équilibrés. Là, si on va entendre ces langues-là à peu près en proportion égale. Donc, c'est comme s'il n'y aura jamais une langue qui va se développer comme dominante puis qui va pouvoir vraiment aller servir d'assise au développement langagier. Donc, ça, c'est un facteur de risque.
l'autre côté de ça, c'est qu'on va toujours être pris entre développer les langues et le langage et faire attention au développement psychosocial de l'enfant global. Donc, l'enfant, s'il a besoin de parler le créole parce que sa famille parle créole, mais il y a aussi, il veut garder des contacts avec la famille au pays. Puis, donc, on peut pas le couper. Donc, même si il y a 4 langues, mais s'il en a besoin de ces 4 langues-là pour maintenir ses liens culturels, familiaux, ben, il va falloir qu'ils construisent autant. Qu'ils construisent, qui sont tout aussi importants pour son développement à lui, ben là, il va falloir trouver une façon, tu sais, que ça arrive, là. Vois-tu une résistance du milieu, je parle des professionnels, là, autour de justement cette adaptation-là nécessaire? Oui. Est-ce que... Oui, OK. Dans certains milieux, une inquiétude, peut-être plus qu'une résistance, parce qu'on a tous la mission qu'on se donne, la pression qu'on se donne de préparer pour l'école. Là, les enfants vont aller soit à l'école en français ou en anglais, mais notre clientèle immigrante, c'est plus souvent en français. Puis, fait que là, il va avoir à la fois, oui, c'est bien beau théoriquement, là, tout ça, là, tu sais que c'est important de valoriser, mais moi, je veux qu'il soit prêt, là, Donc là, il y a le déchirement, puis il y a l'inquiétude, qui va embarquer. Des parents, de certains parents aussi, là, ils sont quand même... Puis il doit y avoir une résistance au changement, naturellement par les éducatrices aussi, dans le sens que tu as des milieux, tu viens de la campagne, tu disais, moi je suis natif de Mont-Laurier. Oui. Est-ce que tu considérais la campagne aussi? Ouais. Non, c'est une ville, mais c'est ça. Mais tout ça pour dire que, en fait, de plus en plus, les milieux. L'expression qui me venait tantôt, c'est c'était beaucoup des ghettos avant, là, dans le sens que c'était beaucoup des regroupements, beaucoup les gens se regroupaient entre eux. On pense par exemple à Montréal, mais tu sais, t'avais les quartiers italiens, les quartiers chinois, puis que ça, c'est tout en train de, dans une certaine mesure, d'éclater puis se diversifier dans une certaine mesure. Comment et donc, dans le fond, t'as des éducatrices qui sont là depuis 20 ans dans le milieu, qui faisaient pas face à ces situations-là, qu'aujourd'hui, ils font face à ça. Comment est-ce que tu penses que les gens sont capables de s'adapter à ces réalités-là? Est-ce que ça se passe relativement bien? C'est une super bonne question parce que je dois dire que je travaille particulièrement dans des milieux multilingues et multiculturels. Donc ça, je le vis moins. Mais je l'ai vu quand même là, dans certains endroits où je suis allée faire des évaluations parfois. Je pense que les gens s'adaptent. Je pense qu'il y a beaucoup d'anticipation puis de crainte parfois. Puis finalement, tu sais, la magie s'opère quand l'éducatrice apprend à connaître la famille. Donc, comme dans tout, il y en a qui sont moins à l'aise, mais je pense qu'il faut juste le vivre. Tu sais, il faut créer ces relations-là pour aller au-delà de ce profil langagier-là. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'au final, l'appréhension, c'est une chose, mais le test de la réalité, finalement, se passe en général assez bien, puis ça vient comme lisser justement ces craintes-là. Je pense que oui. Tu as dû aussi rencontrer des milieux de garde qui ont été très créatifs et très enclins à recevoir ça et même proactifs, en fait, à créer des outils, à créer des... Est-ce qu'il y en a un qui t'a... une expérience qui t'a marqué plus qu'une autre sur l'accompagnement et la réception de toutes ces notions, à la fois culturelles, on en a parlé, puis c'est quand même majeur, là, d'adapter sa pratique à la culture, ça vient tellement toucher nos biais cognitifs que... Et voilà, fait que je vais pas faire une question qui dure 3 heures. Sur mes 18 ans, en tant qu'orthophoniste, j'en ai passé 17 dans un milieu en particulier, donc j'étais pas tout le temps à temps plein, j'ai vu plein d'autres milieux, mais puis ce milieu-là était particulièrement génial là, c'était un milieu qui était aussi qui avait à la fois des CPE, des services de garde en milieu familiaux, tous. Il y avait un BC, un bureau coordonnateur, mais qui avait aussi une maison des familles, un centre de pédiatrie sociale. Donc là, tu sais, on avait le temps, via ces différents projets-là, de s'arrêter puis de réfléchir sur l'accueil de toutes nos familles. Tu avais le moyen de mettre un peu la créativité, la réflexion autour de ça. La réflexion, la formation, d'aller plus loin. Puis ces milieux-là sont géniaux. Tu sais, exemple d'outils. Donc, c'est des milieux avec beaucoup d'orthophonistes parce que beaucoup d'enfants avec des vulnérabilités et donc des retards de développement. Sauf que, tu sais, ils avaient développé, mais j'étais avec eux, des outils de référence, tu sais. Donc, avant d'aller vers une orthophoniste, voici mes différentes étapes. Puis dans ces étapes-là, il y avait aller à la rencontre de la famille, poser des questions sur son pays d'origine. Est-ce que tu connais un peu, pas besoin d'aller dans l'intimité de la famille, mais as-tu ouvert cette discussion-là? As-tu pris le temps
temps. Donc, il y avait, puis c'était un processus formel, tu sais, donc tu dois l'avoir fait. Et puis différentes autres choses. Puis ça c'est sûr que ça soulevait mais je peux pas demander à une famille d'où elle vient parce que tu sais donc là ça vient chercher tous nos biais. En fait, les biais québécois, tu sais le tabou là, Fait qu'on se disait essayons-le puis pour réaliser que les familles aiment ça, tu sais, puis on avait on avait une expression, c'était la curiosité bienveillante. Donc, tu sais, tu veux pas commérer, là. Non, tu veux pas commérer, mais se permettre d'être curieux du vécu de l'autre, puis bâtir les ponts. Puis, en tout cas, puis se donner le temps. Fait que ça, c'était un outil très simple, là, c'était un papier, mais c'était juste pour s'arrêter puis dire, est-ce que je l'ai fait? Puis un checkpoint. Puis après ça, est-ce que j'ai fait une première roue de, tu sais, le processus éducatif, d'intervention éducative, là, d'accueillir la petite enfance? Est-ce que j'en ai fait un premier, tu sais? Donc, est-ce que je me suis donné un objectif? J'ai mis des choses en place, j'ai observé. Puis après, quand j'ai fait ça une première fois en collaboration avec le parent, quand c'était possible, et qu'il y a une persistance des difficultés, je vais vers une orthophoniste. Intéressant. Donc, ça revient aussi en plurilinguisme. On veut surtout voir la réponse de l'enfant à la stimulation. Avant tout de suite de lever les drapeaux, parce qu'on va lever les drapeaux pour tout le monde. C'est ça. Je trouve que ça objective aussi, en fait, parce que ça oblige à prendre du recul, en fait, de dire, j'ai l'impression, t'entends souvent ça, puis on le fait tous encore, et je m'inclus là-dedans, j'ai l'impression que cet enfant, quand même, oui, c'est ton impression. Puis c'est avec tes biais, tes trucs, puis les siens aussi, mais d'obliger, en fait, finalement, les professionnels à avoir des temps de recul et de réflexion permet d'objectiver un peu plus, en tout cas, l'observation qu'elles peuvent ou qu'ils peuvent avoir, ces professionnels-là. Fait que, Puis de leur donner leur rôle aussi de professionnel. Hein. Les éducatrices sont tellement fortes, mais il faut qu'elles le prennent, ce rôle-là aussi, de dire, tu t'inquiètes pour un enfant, mais tu as d'abord, toi, déjà un bon comme bout à faire avant de référer à quelqu'un d'autre qui le sait plus, parce que cette personne-là ne saura pas plus si toi, tu lui amènes pas les informations. Là. Donc, oui. Ouais, c'est vraiment intéressant. Fait que les outils, ils ont été développés dans ce milieu-là. Oui. L'évolution des professionnels, on voit que de plus, en fait, la vie leur demande de s'adapter. Oui. Les curseurs sont un petit peu différents. Comment vous, au Baluchon, vous êtes capable un peu d'accompagner, c'est quoi les supports, les leviers que vous proposez pour accompagner les professionnels? Je pense que c'est justement dans la question, il y a la réponse, là. Si tu me fais sortir, je vais m'en occuper. Bravo. Non, mais c'est que justement, notre positionnement, comment nous, on voit notre façon de faire l'orthophonie, c'est qu'on accompagne les professionnels. Donc, les professionnels sont les éducatrices. Puis nous, on est là pour les accompagner. Donc, ça va se voir dans notre façon d'intervenir. On n'est pas un centre de réadaptation, là. C'est super important que les enfants aillent en centre de réadaptation quand ils en ont besoin, mais c'est pas notre rôle. Donc, nous, on va pas aller réparer l'enfant de notre côté, mais on va plus accompagner le cheminement de pensée de l'éducatrice, donner des fois un deuxième regard sur qu'est-ce qu'elle met en place pour cet enfant-là, l'amener à réfléchir la situation différemment, puis à mettre des éléments pour soutenir l'intégration et la stimulation qu'elle va offrir. Donc, c'est sûr que c'est notre approche préférée. On s'adapte aux besoins de nos clients, là, mais puis je pense que c'est comme nécessaire d'aller, parce que aussi, quand on va aller travailler ça avec une éducatrice, la prochaine fois qu'elle reçoit un enfant, que ce soit plurilingue ou pas, mais mettons plurilingue pour les besoins du sujet, là, là, elle est déjà plus outillée, elle l'a déjà vécu. Plutôt que d'avoir juste eu à lever le drapeau rouge puis se référer à quelqu'un d'autre, là. Ouais, d'avoir cet accompagnement-là, finalement, mais ça veut dire que vous avez quand même une équipe. Est-ce que c'est juste à Montréal? Parce que là, grosse nouvelle, on est dans les studios de Montréal. Oui. C'est tout changeant pour nous, c'est excitant. C'est vrai, hein, vous êtes on est perdu, on sait plus qui on est, où on est, on sait pas. Mais est-ce que vous êtes que à Montréal pour l'instant? Est-ce que c'est Québec et puis Mont-Laurier? Est-ce que à Mont-Laurier, il va y en avoir? Il y a des possibilités partout, parce que nous, au Baluchon, c'est le Baluchon, hein? Donc, on se promène. Des fois, on se promène en vrai, là, donc on est Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, là, certainement facilement. Mais maintenant, on bénéficie aussi de la technologie, comme on utilise la technologie. Donc là, il y a des services d'accompagnement à distance. On a nos programmes Alliance, RSGA, là, je ne veux pas faire un pitch de publicité, là. Ils iront voir sur le site Internet au Baluchon, mais je trouve ça intéressant que tu les nommes. Oui, donc cette possibilité-là de faire des accompagnements à distance. Puis on a aussi toute notre académie au Baluchon pour aller former. Puis je pense que si
toutes les éducatrices du Québec étaient formées baluchon, là, mon Dieu. Certification, on a tous les espèces ouais. Moi, je suis baluchon. Oh, t'es baluchon. Ah ouais. Mais la prochaine génération ne va que mieux sans ressentir. Elle n'est pas du tout vendue. Non, c'est vrai. Mais oui, mais je pense que de travailler dans des milieux divers avec des réalités diverses, puis notamment, c'est ça que le multiculturalisme nous a apporté. Ça, comme on est obligé d'éclater les normes, là, mais on est aussi obligé d'éclater les pratiques. Donc, tu sais, de sortir du carcan de l'orthophoniste qui fait de la thérapie 1-1. Je dis carcan, mais je veux pas que ce soit négatif parce que c'est ô combien nécessaire et parfois, c'est adapté, c'est ça qu'il faut. C'est ça. Mais c'est pas seulement en CPE ou en service de garde. Puis, donc nous, au Baluchon, je pense que c'est ça qu'on a aimé faire. Là. Allez, on se débarrasse des carcans, puis on s'adapte. Selon la demande et on s'adapte, Puis en fait, au final, ça fait sens. Des fois, tu as besoin d'aller chercher un spécialiste 1 heure aux semaines, aux 2 semaines, aux 3 semaines, peu importe, ou 2, ou peu importe. Mais la réalité, c'est que l'enfant, il passe son temps, la plus grande partie de son temps, avec ses parents, mais sinon, après ça, puis des fois même, c'est quasiment avant ça, là, c'est l'éducatrice, l'éducateur. Donc, de vouloir épauler ces gens-là, j'ai le goût de dire chapeau, là, parce que ils ont envie d'être outillés, d'être capables de répondre aux besoins des enfants, de savoir. Puis évidemment, l'éventail de connaissances à avoir, il est très, très large. Exact. Fait que d'aller chercher des spécialisations, d'aller chercher de l'information supplémentaire, super intéressant. Ben oui, tout à fait. On a une dernière question pour toi. Déjà, une dernière? Je te l'avais dit mais ou pas? Oui, tu me l'avais dit. 40 minutes, vous êtes des malades. Je saurais pas quoi dire. Ça va durer 15 minutes. Quand je vais te dire c'est la fin, tu vas dire ça fait 2 minutes. Oui, en effet, c'est déjà la fin. Mais définitivement, en fait, on va inviter ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent à aller prendre plus d'informations au Baluchon. T'as un peu parlé des services que vous proposez. Oui. J'aimerais ça que tu puisses nommer comme les grands services et les grands axes de service que le Baluchon propose. Puis après, on a notre petite question de fin qu'on aime beaucoup poser. Oh, OK. Celle-là, j'ai pas été briefée. Oui, je pense, en tout cas. Nos services, on a plusieurs services. Mais ceux qui sont particulièrement intéressants, en tout cas, que je veux vous parler aujourd'hui, c'est l'Académie au Baluchon. Donc, qui est une plateforme de formation en ligne là, sur abonnement avec du contenu riche, varié, mais de grande qualité, là. Fait par des orthophonistes de A à Z. Il n'y a pas d'éléments qui sont dits au hasard. Là. Tout est vérifié puis tout est génial, à mon avis. En fait, je fais du pouce là-dessus parce qu'en toute transparence, personnellement, moi, je vous connaissais pas dans le... Puis c'est très authentique. Quand j'ai expliqué à mon entourage professionnel qui travaille dans la petite enfance, évidemment, je vais rencontrer au Baluchon. Quoi? Tu vas les rencontrer? C'est vrai? Oui, d'accord. Et en fait, après, on a rencontré Marie-Josée et puis l'équipe et tout ça. C'est le fun. Fait que je m'excuse de ne pas vous avoir connu avant. Non, mais en même temps... je suis vraiment désolée pour toutes les équipes que j'ai accompagnées. Vraiment, mais tant mieux que je vous rencontre maintenant. Oui, toujours pas. Oui, fait que là, au niveau crédibilité, c'est indéniable. Vous avez effectivement développé des compétences et une expertise qui est indéniable. Oui. Je pense que oui, là, c'est une super équipe avec des orthophonistes choisis sur le volet aussi, là, c'est que des perles dans notre Baluchon. Puis c'est ça, puis c'est une équipe très innovante, là. Donc, justement, là, nos nouveaux services, si je continue sur nos services, c'est nos programmes Alliance RSGE, puis Alliance Parents, là, qui s'adaptent à l'ère du temps, puis qui offrent du coaching mensuel, à distance, avec différentes modalités. Juste aussi pour on réalise que, par exemple, les parents sont souvent sur des listes d'attente avec leurs enfants. Donc, comment on peut aller aider là? On part d'un problème, puis on essaye de trouver des éléments. Puis, nos autres services, c'est des services de soutien à l'intégration dans les différents CPE, services de garde privés, subventionnés, services de garde en milieu familial également. Puis, on fait un petit peu de privé également, là, plus conventionnel, là, parce qu'il y a aussi un besoin pour ça. Les listes d'attente sont très, très longues. On a une dernière question pour toi, Marie-Josée. Oui. Pour terminer, en fait, l'idée, ce qu'on veut, c'est que... sur son visage, oui, si les éducatrices qui nous écoutent, les directrices adjointes, peu importe, les gens du milieu et les professionnels, ils ont écouté le podcast puis ils doivent repartir avec une information clé de la rencontre qu'on vient d'avoir. Selon toi, c'est quoi? Création du lien. Bon, je serais pas capable en un mot, là, évidemment, mais accueil de l'autre puis prendre le temps. Créer le lien, observer l'enfant.
Puis, je t'interromps, là, mais en fait, quand tu l'as dit tantôt, tu sais, moi, je suis pas issu à la base du milieu de la petite enfance. Il est comptable, on se souvient. Ah oui, hein? Mais il est gentil. J'ai des qualités aussi, là, quand même. Mais en fait, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que souvent, les enjeux qu'on a au niveau de la petite enfance, c'est des enjeux qui traversent, en fait, c'est transversal. Parce que ce qu'on a là, c'est une question de communication. C'est une communication d'être capable d'avoir de l'empathie, de se mettre à la place de l'autre. C'est des situations qui s'appliquent évidemment à la petite enfance, évidemment à l'orthophonie, mais la réalité, ça s'applique à tous les milieux. Quand on est capable d'avoir un contact réel, humain, fort avec quelqu'un, ben on est beaucoup plus à même de comprendre la situation puis de mieux, après ça, l'adresser comme professionnel. Exactement. Plus précisément, de voir à quoi on... Donne-moi des données pour t'aider, là, finalement, c'est un peu ça. Exactement. Et il n'y a pas de moule. Ouais. Puis il y en a encore moins en plurilinguisme, donc il n'y a pas une solution pour tous. Donc, ça prend ça. Sinon, on n'y arrivera pas. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Marie-Josée. Merci. On vous invite vraiment à les contacter et à aller suivre vos réseaux sociaux. J'imagine que vous avez page Facebook, site Internet. Site Internet magnifique. En plus, là, des belles couleurs colorées, vives. C'est on va tout mettre ça dans les descriptions du podcast. OK, oui, génial. Merci beaucoup. Au plaisir d'avoir un autre sujet parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Paraît que tu avais d'autres trucs à dire. Fait qu'on pourra peut-être faire un autre épisode. Le nombre de sujets qu'on pourrait aborder. Merci beaucoup. On vous invite évidemment à aller regarder leurs réseaux sociaux, à aller vous renseigner un peu plus sur leur formation. C'est une équipe qui est extra. N'hésitez pas à aller les rencontrer et à bientôt pour le prochain épisode. Merci. Merci à toi. Merci. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment.